Du coup, Sophie, aujourd'hui, le jugement en appel pour une ordonnance de protection a été rendu. Je te laisse développer vis-à-vis de ce qui s'est passé. Mmh. Eh bien, le 14 mars 2025, j'avais fait une demande d'ordonnance de protection pour nous mettre à l'abri, mes 2 enfants et moi, en ayant démontré la dangerosité de mon ex-mari, qui est un contrôlant coercitif. Et je rappelle que le contrôle coercitif est le précurseur du féminicide, du familicide, du suicide forcé, je rajoute le suicide organisé, et du félicide, le meurtre des enfants. J'ai été déboutée en mars 2025 de façon illégale et illicite, comme dans toute mon affaire, et je l'ai prouvé, puisqu'à chaque fois, mes conclusions ne sont pas prises en compte. Et bien, tout simplement, les juges ont un parti pris qui est systématique. Et voilà, donc en fait, ils rendent des ordonnances, des jugements hors la loi, hors la déontologie. C'est la même chose pour les gens qui rendent des rapports, notamment l'UEMO, l'équipe qui était censée protéger mon fils et qui était mandatée par le premier juge des enfants et le parquet des mineurs qui avait réagi à l'époque, donc c'était en mars 2024, vous imaginez Hmm. mars 2024, déjà, ils réagissent en 8 jours sur le rapport que j'ai donné, à tel point c'était déjà énorme le comportement du père qui déjà isolait mon fils, alors âgé de 15 ans. Ah, évidemment, ces équipes-là ont été changées, c'est-à-dire que, évidemment, le juge des enfants a été remplacé et le juge aux affaires familiales a été contraint, comme je le montre dans mon rapport. Voilà. Donc aujourd'hui, mon avocate m'a envoyé un mail pour me donner le compte rendu, enfin l'ordonnance, le jugement, donc qui confirme que non, non, mes enfants et moi ne sommes pas en danger. Donc nous n'avons toujours pas d'ordonnance de protection. Et c'est un scandale. Hmm. Voilà. C'est c'est un scandale. Je vous lirai pas ce torchon. Je vous le lirai pas. Parce que ce ne sont que des reprises des précédents jugements qui sont absolument mensongers. C'est honnêtement, j'en ai pleuré, comme à chaque fois, mais c'est pas ce visage-là que je vais vous montrer. Par contre, je peux vous dire, la cruauté mentale est au centre du contrôle coercitif. C'est vraiment ce que veulent ces gens. C'est vraiment anéantir les parents pour qu'on puisse plus protéger nos enfants. C'est juste ignoble. Voilà. Donc, ben là, l'histoire, c'est le but du jeu, c'est de gagner du temps. Parce que lorsque mon fils aura 18 ans, je ne pourrai plus rien faire. Voilà. Donc, Jules aura 18 ans le 5 septembre 2026. Et je peux vous dire que je vais gagner. Parce que je suis un roseau. Et non, non, ils ne m'auront pas. Parce que moi, je sais parfaitement ce que je vis. Et je me bats pour tous les parents qui pleurent de ne pas passer Noël avec leurs enfants. Moi, je me dis, les miens, au moins, ils sont grands. Je sais que Jules résiste autant qu'il peut. Et je sais qu'Anna est admirable aussi. Voilà, Jules a 17 ans, Anna a 28 ans. La cruauté est pareil pour eux, hein. Il n'y a pas d'âge pour subir le contrôle coercitif, il n'y a pas d'âge pour être dominé, il n'y a pas d'âge pour être... je sais pas, ces gens, ce sont des traqueurs d'âme, ce sont des dévastateurs, voilà. Donc, encore une fois, bah, manifestement, il y a des professionnels qui sont soumis, qui sont dominés. Je donne les noms. Oui, alors je vais les donner aujourd'hui, encore une fois, les noms. Non pas parce que je veux attiser la haine, mais bien au contraire, parce que je veux instaurer la paix dans notre pays. Il faut que vous compreniez que beaucoup de magistrats dans notre pays sont dominés et soumis par contrôle coercitif de cette secte, franc-maçonnerie et psychanalyse, satanique et pédocriminelle, qui sévit mais sur notre pays, et en voici encore une preuve. Je transforme toutes les épreuves, tous les coups que je reçois. Dieu m'a appris à les transformer en preuves. Et celle-ci, c'en est encore une. Donc, je donne les noms pour freiner les criminels. C'est certain. Les criminels n'aiment pas le bruit, n'aiment pas se retrouver sur une liste, et même ça les fait trépigner.
comme vraiment ce qu'ils sont, c'est-à-dire des sales gosses, des sales morveux, qui sont dans leur cour de récré, qui veulent imposer leurs lois, qui ne respectent pas les lois de notre République. Voilà, c'est ça, juste ça. Des petits rois, des petites reines qui se croient tout permis. Voilà, c'est ça, en fait, les manipulateurs et les manipulatrices. Et c'est ce qu'est Emmanuel Macron, et c'est ce qu'est sa femme ou son homme. Je ne sais pas, on s'en fiche complètement. Parce que, en fait, dès le départ, voilà, ce couple-là, ça symbolise juste le couple de pédocriminels. Enfin, une pédocriminelle qui s'en prend à un enfant. Voilà, 25 ans d'âge de différence. Encore une fois, pourquoi les parents d'Emmanuel Macron n'ont pas réagi? Eh bien, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron est l'enfant de secte, comme moi. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que Emmanuel Macron, il a toute une famille de médecins, en fait. Père, mère, frère. Voilà, donc, ben oui, il y a des médecins, encore une fois, capacité de discernement, je vous en prie, mais il y a des médecins qui ont été dans cette secte. Ma mère était pédiatre, enfin je précise, elle était médecin généraliste, elle s'était instituée pédiatre pour être proche des enfants. Et elle me droguait le soir pour que mon frère puisse me violer tranquillement. Et elle me droguait pendant les messes sataniques. J'ai déjà raconté tout ça. Donc, maintenant, il faut être très clair. Il y a parmi les notables de notre société, j'entends par notables, des magistrats, des avocats, des juges, voilà, des travailleurs sociaux, des psychologues, voilà. Eh bien, il y a des gens qui sont des criminels parce qu'ils font partie de cette secte. Voilà. Il y a aussi plein de gens qui sont manipulés. Il y a des francs-maçons qui sont manipulés, ils sont en bas de l'échelle, ils sont manipulés. Enfin, il faut quand même s'interroger. Un apprenti, celui qui rentre là en franc-maçonnerie, il a été coopté, hein, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne peut rentrer spontanément. Non, on vient vous chercher. Donc déjà, c'est assez significatif. Et quand on vous a choisi, eh bien, vous êtes apprenti. Eh bien, sachez-le, que vous ayez fait des grandes études, que vous ayez été majeur de promotion, etc., pendant 2 ans, pendant les réunions, vous n'aurez pas le droit à la parole. C'est quand même pas mal, ça. Oui, voilà. Lydie est d'accord avec moi, elle approuve, voilà. En tout cas, bon, déjà, ça prouve bien qu'il y a quand même une volonté de soumission. Alors, le prétexte, c'est de dire que comme ça, on apprend le respect de l'autre. Voilà, le respect de l'ordre. Bon, moi, j'appelle ça un début de manipulation mentale. En tout cas, donc dans ces notables, eh bien, il y a effectivement des gens qui sont voilà, qui sont des criminels. Il y a des gens qui sont manipulés. C'est pareil pour la psychanalyse, voilà. Et il y a la majorité qui sont sous contrôle coercitif dans notre pays. Donc, si je donne les noms, c'est bien pour freiner les serpents, et c'est par très grand respect de tous les professionnels qui ont choisi leur métier par vocation et qui sont contraints et soumis et qui ne peuvent pas exercer leur métier en toute liberté, selon leurs valeurs. Donc, dans les noms, je veux citer le procureur, Michael Darras, qui a classé les 10 plaintes de non-représentation d'enfants que j'ai déposées pour mon fils Jules, qui m'a été volé pendant 8 mois par son père. Je n'ai pas eu un seul texto. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle, même de son père. Hein. Rien. Alors que Jules venait de révéler des agressions sexuelles qu'il avait subies et que forcément, c'était difficile pour lui. Je n'ai eu aucune nouvelle. Eh bien, le procureur classe sans suite en disant 2 phrases. L'enfant ne veut pas voir la mère, le père soutient l'enfant. Dans le dossier pénal, il n'y a pas mon audition et il n'y a pas déjà... Allez, le dossier devait faire ça déjà. Voilà. Le dossier devait faire ça. Et je rappelle que le juge des enfants et le procureur des mineurs avaient réagi en 8 jours. Très bien, je fais appel, donc je passe en cour d'appel, et Olivier Kern, avocat général, confirme donc le sans suite avec une phrase. La mauvaise volonté du père n'a pas été démontrée. Donc, un père qui isole son fils pendant 8 mois intégralement, ça n'a pas été démontré, donc. Ok? Bon. Je ne porte aucun jugement. Je ne dis pas qui est criminel, qui ne l'est pas. Je ne suis pas, je n'en sais rien. Simplement, je dis que ces gens devront s'expliquer parce que tout ça, c'est hors la loi et hors la déontologie. Et c'est pareil dans mon affaire sur, voilà, maintenant on est à plus de 300 professionnels. Tous
tous les services judiciaires du tribunal sont informés, puisque j'ai envoyé un document que j'ai d'ailleurs mis sur LinkedIn, vous pourrez le regarder. Donc c'est un document qui est en date du 29 septembre 2025, où j'annonce donc le fait que j'ai porté plainte au tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité. Et je dis bien que tous les services sont concernés, puisque tous ont le dossier concernant mon fils, et voilà, ils vont devoir s'expliquer pourquoi ils n'ont pas protégé mon enfant, alors que j'apporte toutes les preuves. Voilà, ça c'est mon dossier. Ça c'est mon dossier. Je suis professionnelle, j'accompagne les victimes, je me base sur des livres de professionnels. Voilà, donc le contrôle coercitif, ça c'est pour expliquer la psychanalyse et le fait que le père de Freud était un pédocriminel. Ça, c'est la Civise. Ça, c'est le docteur Muriel Salmona. Voilà. Et ça, c'est encore le dernier de Muriel Salmona. Voilà. Donc, les livres ne manquent pas. Je même fais des bibliographies avec des articles donc, qui sont reconnus sur LinkedIn, des articles de professionnels. Donc, quand un jugement m'est rendu, alors je ne vais pas vous le lire, mais par contre je vais juste vous lire ce que me dit l'avocate. Alors, je vous prie de trouver ci-joint arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui malheureusement vous déboute de vos demandes et vous condamne à régler à Monsieur Bonjour la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je paye son avocate, alors que moi, en fait, le contrôle coercitif qu'il me fait subir m'a tellement ruiné que je n'ai pas les moyens de payer une avocate. Et qu'en plus, ils font du contrôle et ils menacent de mort les avocates qui vont vers moi. Et je peux vous dire que j'ai des avocats de grand renom qui sont venus vers moi. Et en fait, les gens se désistent parce qu'ils reçoivent des menaces de mort. Le meurtre d'Olivier Marleix et le meurtre, je dis bien les meurtres, de monsieur Maxime Tessier, donc pénaliste, qui a été l'avocat de monsieur Le Squarnec, et Olivier Marleix, tout le monde le connaît, député contre Emmanuel Macron, qui allait publier un livre en septembre. Eh bien, ces deux meurtres, en fait, c'était des représailles et c'était comment dirais-je, la façon de faire peur à tout le monde, en fait. Voilà, c'est comment dominer par la peur et la terreur. Voilà. Donc, je continue. La Cour considère que pour faire valoir que vous êtes victime de contrôle coercitif, vous vous appuyez sur un rapport établi par vous-même qui ne peut donc constituer une preuve de ce que vous avancez. Voilà. Voilà. Donc, bon, le côté positif, c'est qu'ils disent quand même que je m'appuie sur un rapport. Bon, au moins, ils ont eu le rapport, c'est déjà bien. Et puis, bon, après, ça ne peut pas constituer une preuve. Alors là, vraiment, c'est tellement ridicule. Bon, je rappelle que j'ai porté plainte pour harcèlement collectif contre tout ce petit monde et que tous devront s'expliquer parce que maintenant, dans la plainte, et il y a d'autres plaintes qui sont en cours, il y a harcèlement, violence physique et psychologique, agression sexuelle, isolement, séquestration caractérisée par la privation de liberté et d'action de parole, mise sur écoute des téléphones, cruauté mentale, actes de torture et de barbarie, viol sur mineurs par ascendant, viol collectif, corruption de mineurs, pédopornographie et atteinte sexuelle, discrimination et exploitation de personnes vulnérables, assassinat, persécution, contrôle coercitif. Là encore, Olivier Kern a fait croire que j'avais déposé une plainte et qu'il a classée bien évidemment sans suite. Il faudra qu'il s'en explique parce que cette plainte, soi-disant, je sais pas quoi, le 23 décembre 2024, je ne l'ai jamais déposée. Alors, il va falloir arrêter toute cette mascarade. Et voilà, dorénavant, de toute façon, la lumière va se faire. Donc ça, c'est encore une preuve parmi tant d'autres. Mes enfants et moi, nous ne céderons jamais. Et nous nous battrons pour sauver tous les enfants de France. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle, je suis prophétesse, écrivain et conférencière et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles parce que je vous garantis qu'elles auront lieu avant 2027 et je crois que je vais finir par venir vous voir partout là pour venir discuter avec vous parce que vraiment, j'ai tellement de beaux témoignages qui me viennent et merci. Merci de votre soutien. Il faut que ça cesse maintenant. Donc, dans la petite vidéo qu'on a fait tout à l'heure pour LinkedIn, donc de 15 minutes, je voulais citer les noms, je n'en ai cité que 2 pour l'instant. J'ai cité donc le procureur, Michael Darras, j'ai cité Olivier Kern, avocat général. Mais je tiens à préciser que dans cette affaire-là, c'est composition de la Cour, Monsieur Chat, présidente.
V. Charles Meunier, V. Mick, conseiller, L. Saint-Martin, conseiller, le greffier, lors des débats, C. Dubo. Le ministère public représenté par L. Brunin, avocate générale, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 8 avril 2025, qui a fait connaître son avis. Voilà. Donc, encore une fois, je cite les noms dans un grand souci de paix et de respect pour les professionnels qui, je le considère, pour la majorité, ne peuvent pas agir selon leurs valeurs, puisqu'ils sont contraints et sous domination donc d'un contrôle coercitif exercé par les membres de cette secte. Tu nous as dit que tous les membres qui ont fait partie du jugement ont été victimes de contrôle coercitif. Mais de quelle manière est-ce qu'ils ont été victimes? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Alors, je ne sais pas, je ne porte aucun jugement. Moi, je constate simplement que en France, il y a des juges, des magistrats, des procureurs, des policiers, des gendarmes, des travailleurs sociaux, des psychologues, des avocats, des médecins, voilà, donc quand même des gens qui sont décisionnaires dans notre société, qui se comportent, qui exercent leur métier hors la loi et hors la déontologie. Voilà. Ce constat, je le fais d'une façon très neutre, à part des exceptions que j'ai déjà citées dans mon rapport, où là je me doute quand même que ce sont des personnes qui prennent un très malin plaisir vraiment à essayer de m'anéantir et me détruire. Je le rappelle, je suis quelqu'un qui révèle une vérité, comme tous les parents protecteurs en fait. Je protège mon enfant et ça dérange, comme les lanceurs d'alerte. Donc, à partir du moment où nous révélons des vérités, eh bien, le but du jeu, c'est de nous anéantir. Donc, je fais ce constat, mais je ne saurais pas dire qui est criminel, encore une fois, à part 2 ou 3 exceptions, je ne saurais pas dire qui est criminel, de qui est soumis et contraint. Mais par contre, il faut voilà, vous expliquer peut-être ce qu'est le contrôle coercitif, C'est peut-être ça, oui. pour comprendre. Voilà. Donc, le contrôle coercitif a été étudié dans les années 60 à partir des aviateurs américains qui rentraient de la guerre de Corée et qui avaient été mis dans des geôles. Et ces aviateurs américains témoignaient, revenaient en état de choc évidemment, mais témoignaient surtout du fait qu'ils ont été conscients de ce qu'ils ont vécu, mais non seulement conscients, mais en plus ils ont accepté, ils se sont soumis à des actes innommables de soumission, de torture, de viol, etc. Et en plus, certains ont même accepté, alors certains pour protéger leurs camarades ont accepté de subir, mais d'autres ont même accepté de faire du mal à leurs camarades, en toute conscience. Donc là, quand ils rentrent aux États-Unis, des chercheurs évidemment s'interrogent, se disent mais enfin comment se fait-il? Ce sont des hommes, ils sont jeunes, physiquement ils sont sportifs, c'est leur métier, ils sont militaires quand même. Ils ont fait des études. Ils font partie des gens quand même les plus, on va dire, ceux qui ont vraiment réussi des concours. C'est pas rien quand même être aviateur. Ils ont appris l'art de la guerre et donc normalement l'art de la résistance. Alors, comment se fait-il que ces gens-là aient été dominés et soumis au point de faire des actes, évidemment hors la loi, hors la déontologie, on est d'accord, mais aussi contre leurs valeurs? Ils ont choisi leur métier par vocation. On ne décide pas d'être aviateur ou d'être avocat ou d'être médecin, voilà, ce sont des vocations. Donc, c'est là qu'on commence à étudier ce qu'est le contrôle coercitif. Et les chercheurs se sont rendus compte, donc Andrea Gruev-Vintila le reprend très bien dans son livre, eh bien, on s'est aperçu que le contrôle coercitif, c'est en fait un système qui est très insidieux parce que invisible, en fait. On voit rien. La première partie, c'est de la manipulation mentale, et puis avec une phase de séduction, toujours. Le contrôlant se fait toujours sympathique, agréable, on ne le voit pas arriver en fait, voilà. Et puis très rapidement se met en place une phase de harcèlement et systématiquement une phase d'anéantissement. Voilà. Le contrôle coercitif, ce sont des barreaux de verre, selon l'expression d'Andrea Gruev-Vintila, incassables, qui se mettent autour de la victime. Elle ne voit rien. Et lorsqu'elle est piégée, elle ne peut pas en parler.
pour peu qu'elle s'en rende compte. Elle ne peut pas en parler et les personnes autour ne voient pas. Donc, quand on comprend ce qu'est le contrôle coercitif, ben en fait, on comprend tout ce qui se passe dans le cadre des violences familiales, avec un tyran dans la famille qui va imposer sa loi, qui va imposer ses règles, et pourquoi les femmes ne partent pas. Alors, je vous le fais dans le sens où c'est un homme qui est contrôlant, mais attention, le contrôle coercitif ne dépend pas du genre de la personne, ne dépend pas de l'âge, ne dépend pas du milieu social, ne dépend pas, voilà, on en trouve dans tous les milieux, politiques, associatifs, religieux. Donc, en fait, tyrans familiaux et tyrans nationaux, ce sont les mêmes. Voilà. Donc, quand on comprend ce qu'est le contrôle coercitif, ben on arrête de porter des jugements. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que vivent les victimes. Ce sont des barreaux de verre, voilà, qui se mettent au fur et à mesure. Je vais rester dans le cadre, je pourrais vous le développer dans le cadre familial, mais je l'ai déjà fait dans une vidéo, je vous invite à le regarder. Si je le fais dans le cadre de notre affaire, par exemple. Moi, je suis victime de contrôle coercitif direct de la part de mon ex-mari, puisque nous sommes dans la phase d'anéantissement, j'ai osé le quitter, et ça, il ne peut pas le supporter. Depuis qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire depuis 17 ans, en fait, il a mis en place son plan. Parce que les contrôlants coercitifs, en fait, dès la rencontre, ils élaborent des plans, mais machiavéliques. Ce sont de redoutables joueurs d'échecs. Ils préparent leurs coups, mais des années en avance. Avec des synchronicités, avec d'autres collaborateurs, avec d'autres... Voilà. Donc moi, je suis victime directe. Et quand une femme est victime directe, eh bien, les enfants sont systématiquement co-victimes. Mais mon fils, qui n'a plus ma protection, et qui veut protéger son petit demi-frère, qui s'appelle Benoît, lui, en fait, devient une victime directe de mon ex-mari. En fait, c'est comme quand on se met en bouclier pour éviter que les autres, les plus faibles, les plus petits, en fait, prennent des coups. Donc là, mon fils, en l'occurrence, est victime directe. Donc, ce qui lui est dit, c'est très simple, hein. Si tu ne te laisses pas faire, si tu ne te laisses pas violer, eh bien, je violerai ton petit demi-frère. Voilà. Si tu parles à l'école, si tu montres quoi que ce soit, eh bien, on s'en prendra à ta mère. Et non seulement on s'en prendra à elle, mais on va la faire beaucoup souffrir. Et croyez-moi, quand on est victime de pédocriminalité et d'actes de torture et de barbarie, on sait ce dont sont capables les criminels. Mon fils sait de quoi est capable mon ex-mari et toute sa clique qui font partie de cette secte, parce que mon fils, comme moi, a vécu des messes sataniques. Et ma fille, pareil. Donc mon fils est mineur. La raison pour laquelle on ne voit pas les enfants qui sont victimes, donc de contrôle coercitif, tous les enfants qui sont victimes de pédocriminalité sont victimes de contrôle coercitif. Le mot d'ordre de la secte, c'est le silence est d'or. Et ce qui est demandé aux victimes, c'est tu fais comme si de rien n'était. Donc, nos enfants sont complètement dissociés. Pour tenir bon, ils se dissocient de leurs émotions. C'est la raison pour laquelle on ne les voit pas en classe. C'est la raison pour laquelle personne ne les voit. Parce que là, moi, mon fils, il va vous dire non, mais ça va très bien sans ma mère. Alors qu'il souffre terriblement, bien entendu. Mais il va se couper des émotions pour pouvoir continuer à vivre. C'est la même chose pour ma fille. Ma fille qui est donc majeure avocate, qui est un témoin en plus majeur dans cette affaire puisqu'elle a été stagiaire au tribunal, au parquet des mineurs en 2023 quand on était encore ensemble. Et elle avait déjà pu témoigner puisqu'elle avait encore le discernement. Elle avait pu témoigner du fait que on lui demandait d'instruire toutes les plaintes de viol sur mineurs sans suite. Elle était très étonnée. Donc, ma fille est sous contrôle coercitif, c'est-à-dire, si tu te rapproches de ta mère, on la tue. Alors, ça passe par, si tu te rapproches de ta mère, on te fait du mal, parce que ces gens agissent toujours par représailles. Quand on désobéit, ce sont des représailles. Et quand voilà, et si tu te rapproches de ta mère, on la tue. Voilà. Donc, moi, je peux vous garantir que ma fille a peur. En fait, les victimes de contrôle coercitif, on est terrorisés, les gens sont terrorisés. Tant que vous avez quelque chose à perdre, en fait,
eh bien, vous pouvez être victime de contrôle coercitif. Si je continue dans notre affaire, prenons l'exemple d'une juge des enfants. Alors je dis notre affaire, mais c'est peut-être une autre, et puis je ne sais pas ce qu'a vécu la mienne pour arriver à supprimer l'AEMO, donc le seul lien qui pouvait exister encore entre mon enfant et moi, et surtout ce qui permettait de protéger mon fils. Voilà, donc ça a été supprimé. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Je ne porte pas de jugement. Toujours est-il qu'il faudra qu'elle s'en explique. Donc, en tout cas, c'est très simple. Vous prenez vous prenez un juge aux affaires familiales, un magistrat, encore une fois, des gens qui ont des vocations, c'est-à-dire ils ont choisi leur métier parce que vraiment, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc pendant leurs études, ils voient des choses terribles, ils travaillent tous les étés pour faire des stages, etc. Ils font des autopsies, ils voient des autopsies d'enfants, des autopsies de nourrissons, parce que les nourrissons sont violés, sont tués dans notre pays. Je rappelle que 614 nourrissons de 0 à 2 ans viennent de passer dans nos unités médico-légales, là, dernièrement, donc l'année qui vient de passer, et ça, c'est juste vraiment le tout petit bout de l'iceberg, parce que c'est comme ça en dessous. Les pédocriminels, ils utilisent le réflexe de succion des bébés pour se faire jouir. Parce que les mots, il va falloir les dire, hein. Il va falloir les dire. Et moi, je vais les dire, vraiment. Donc, voilà, ces juges, ils savent tout ça, hein. Et puis, dans leur dossier, ils les voient passer, en fait, les photos, les trucs horribles, sinistres. Et puis, un jour, en fin de journée, quelqu'un rentre dans le bureau parce que des gens l'ont laissé passer. Et puis, il pose 3 photos sur le bureau de la juge. Ce sont les photos de ses enfants. À la sortie de l'école, avec la grand-mère. Dans le parc de loisirs, avec la nounou. À la sortie du club de sport, avec, j'en sais rien, les petits camarades. Voilà. Et là, elle comprend en fait que ses enfants sont des proies. Facile. Alors quand on dit, dans ce dossier-là, Madame Alric contre Monsieur Bonjour, si vous ne donnez pas raison à Monsieur Bonjour, ce sont vos enfants qu'on va prendre, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire? Quel choix elle a, en fait? Parce que si jamais elle résiste, ça leur pose pas ça leur met aucun problème à ces gens-là, ces criminels, de voler les enfants pendant une demi-journée, juste pour montrer que c'est possible. Mais alors, sans problème pour eux, hein. Ces gens sont capables de tout. Les contrôlants coercitifs, les membres de cette secte, franc-maçonnerie et psychanalyse, sont des barbares. Ce sont des barbares. Ils sont tout à fait capables de repérer en France un jeune magistrat qui est assez prometteur. Vous savez, le genre de magistrat comme le mien, là, le juge aux affaires familiales, qui, quand il arrive à Toulouse, a une super bonne réputation. D'ailleurs, moi, dans mon dossier, à la première audience, le 15 juillet 2024, il avait été voir déjà le signalement qui avait été fait auprès du juge des enfants, ce qui est incroyable. Déjà, ça montre à quel point il était appliqué et il était consciencieux. Cette audience, il était fabuleux. Il avait parfaitement compris ce qu'était la contre-manipulation. J'avais aucun doute sur lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Mais par contre, je sais ce qui peut se passer dans d'autres cas, parce que, par exemple, dans le documentaire des survivantes, il y a un banquier qui témoigne de cela. Il est invité à une soirée avec des notables. Alors, il y a de l'alcool, voilà. Allons-y, mettons un peu de drogue à y être. Un peu de drogue dans le verre, sans que ce soit évidemment perçu. Et puis, la personne ciblée, la victime, donc, parce que c'est une victime, se retrouve dans une pièce, nue, avec des enfants agressés sexuellement. Voilà. Et là, le lendemain, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'ils disent qu'il a été piégé par les gens qui sont les notables, qui sont les décisionnaires déjà du tribunal? Il perd tout. Il perd tout. Il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd son travail, il perd ses amis. Parce que quelqu'un qui prend de la drogue ou qui, je sais pas, il y a beaucoup de cocaïne parfois dans ces milieux. Donc voilà, quelqu'un qui prend de la drogue ou qui boit un peu, voilà, c'est les alcools mondains, bon. Il fait une cure de désintoxication, puis après tout le monde lui tape sur l'épaule. Mais bravo! Mais quel courage tu as! Mais tu as réussi à vaincre tes démons! Mais c'est formidable! Mais bravo! C'est un héros! Mais celui qui est suspecté de pédocriminalité, c'est à vie. C'est à vie.
c'est foutu, il est fichu. Donc, en fait, ça s'appelle du contrôle coercitif. Donc, cet homme ou cette femme, eh bien, elle va changer de comportement dans le cadre familial, par exemple. Quand elle va rentrer, ça va être plus compliqué. Elle va commencer à dire, ben oui, je suis fatiguée. C'est compliqué au travail. C'est difficile. Et ça va être tendu. Voilà. Ce sont des personnes qui souffrent, en fait, parce qu'elles sont victimes. C'est plus que du chantage. C'est plus que des pressions. Ça s'appelle du contrôle coercitif. Et les 3 phases sont systématiques. Séduction. Allez, viens, on t'invite à une petite soirée entre nos tables, tout va bien, nanana. Harcèlement, je te montre les photos, je te montrerai, et après, il y aura de toute façon l'anéantissement. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'issue possible. Il n'y en a pas. À moins que des personnes extérieures, et notamment une loi, parce qu'une loi va être écrite, je le maintiens et vous verrez, une loi va être écrite sur la base de ce rapport, et ce sera une loi contre le contrôle coercitif et les sectes. Ça mettra à l'abri toutes les victimes parce que, effectivement, donc, pour sortir les victimes du contrôle coercitif, il n'y a qu'une seule solution, l'intervention de personnes extérieures. De personnes extérieures, et la loi permettra de vraiment caler tout le monde. Parce que là, je peux vous dire que celui qui fera un pas hors la loi et hors la déontologie, il faudra qu'il s'en explique. Et il n'y aura plus possibilité pour les contrôlants, voilà, parce que vraiment, on va les identifier. En fait, ils ont toujours aussi le même canevas, c'est très simple. Ils utilisent le doute, la peur et la culpabilité. Le doute, c'est est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que nana? La peur, c'est la peur d'être rejeté. Nous avons tous la peur d'être rejeté. Et la culpabilité, ça c'est très facile. Ils inversent toujours la culpabilité. Si je reprends l'exemple de mes enfants, eh bien, ils ont manipulé mon fils pour qu'il s'éloigne de moi le 2 février 2024. Donc, il refuse de venir avec moi alors que nous étions en garde partagée. Et là, c'est aussi très classique, c'est-à-dire ils font miroiter la liberté aux adolescents. Mais oui, mais tu as le droit, allez, tu as le droit, tu peux être hors la loi, allez, c'est fun, n'est-ce pas? Donc là, en fait, le père se déresponsabilise totalement, il rend responsable l'enfant, et quelques mois plus tard, bah, il va dire à mon fils, bah, c'est toi qui as décidé ça, c'est toi qui es responsable. Voilà. Donc, les personnes qui sont victimes de contrôle coercitif, vraiment, il faut être d'une grande bienveillance malgré tout. Il ne faut pas porter de jugement. Nous ne pouvons que constater qu'ils sont hors la loi et hors la déontologie et qu'ils travaillent en dehors de leurs valeurs présumées, s'ils ne sont pas criminels. Alors Sophie, on a parlé du contrôle coercitif et de la manière dont il était exercé sur les décisionnaires dans la société. Maintenant, quelle est la solution pour combattre ce contrôle coercitif? En fait, la solution, elle est trouvée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que je suis contente que tu me poses cette question parce que c'est important aussi d'alerter. Effectivement, tous les professionnels, notamment sur LinkedIn, voilà, alertent, font le constat de ce qui se passe en France, le nombre d'enfants qui sont placés de façon abusive, le fait que les plaintes de viol ou de violence soient classées sans suite, le nombre de féminicides qui augmente, la pédocriminalité qui augmente. On est à 14 millions de Français qui ont été victimes enfants. 14 millions de Français. On est à plus de 5 enfants par classe. Je dis 5, mais honnêtement, je crois qu'on est à plus. Voilà. Le constat, il est fait, et on est à plus encore que là, c'était la Civisin, mais voilà, Muriel Salmona en parle également dans son dernier livre. On est vraiment, le constat, il est là. Nous sommes dans un pays de pédocriminels. Nous sommes le 4e au rang mondial. Bientôt, on va vraiment être premier parce que quand on voit qu'un médecin comme Le Squarnec, lui, peut faire 349 victimes dans sa vie, dans sa carrière, mais plus certainement en étant couvert quand même par des conseils de l'ordre, de médecins et d'avocats. Et là, vous voyez, la lumière aussi, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un parquet qui a décidé d'ouvrir une enquête. Comment se fait-il que cet homme a pu faire autant de victimes alors que certains médecins, certains avocats ont aussi dénoncé les faits? Pourquoi ces gens-là n'ont pas été écoutés? Pourquoi n'ont-ils pas été entendus? C'est
le problème dans notre société, c'est que les lanceurs d'alerte, les personnes intègres ne sont plus entendues, et les pédocriminels et toute la violence d'une façon générale est cautionnée, encouragée. Et moi, en fait, dans le rapport que j'ai fait et dans cette enquête que j'ai menée depuis 2 ans pour sauver mon fils, eh bien, j'ai compris que la solution, elle passe par porter plainte dans toutes nos affaires pour harcèlement collectif. Pourquoi ? Je trouve ça, je souris parce que c'est une inspiration évidemment divine et franchement c'est génial, c'est génial. Donc l'idée c'est, à partir du moment où vous êtes la cible de 3 flèches, de 3 personnes différentes, eh bien on peut dire que vous êtes victime de harcèlement collectif. C'est le cas dans toutes nos affaires. Lorsque les juges, lorsque les équipes de protection de l'enfance, lorsque des psychologues, lorsque un expert, lorsque des magistrats, enfin bref, lorsque des professionnels, alors je mets des guillemets, exercent leur métier contre la loi et contre la déontologie, et par ce fait vous empêchent de protéger votre enfant, eh bien vous êtes victime de harcèlement collectif. Et ce qui est génial, c'est que, en fait, en montrant que vous êtes victime de harcèlement collectif, par définition, vous montrez que vous êtes victime de contrôle coercitif. Donc, au départ, il peut y avoir une seule personne qui vous harcèle. Souvent, c'est l'ancien conjoint ou la mère de votre enfant. Mais ça peut être aussi un professionnel, puisque c'est également valable dans le cadre professionnel. Le contrôle coercitif, on le trouve dans tous les milieux. Donc, quelqu'un qui est lanceur d'alerte, quelqu'un qui dit des vérités, eh bien, systématiquement, dans notre société, bim, il devient la cible de plusieurs flèches. Donc, quand on porte plainte pour harcèlement collectif, je prends mon exemple. Dans mon exemple, j'ai porté plainte initialement contre mon père, mon frère et mon ex-mari. Sur le conseil, c'est pas merveilleux parce qu'à chaque fois, je suis les conseils des policiers et des médecins intègres qui me disent oui, il faut porter plainte, etc. C'est génial. Donc, je porte plainte contre ces 3. Et puis, suite à l'hospitalisation, à l'internement abusif que je subis le 16 mai 2025, là, et puis il y a eu d'autres affaires aussi, enfin d'autres faits entre-temps, là, je peux étendre le 30 mai à tous les professionnels et toutes les personnes citées dans mon affaire. Donc, on est à plus de 130. Je mets de côté les 50 qui sont les amis, les proches, l'ami, qui savent très bien ce qui se passe, mais qui ne sont pas venus une seule fois pour me parler ou me demander ce qui se passait. Pas une seule fois, une seule. Je les mets de côté. Je ne parle que des professionnels. 90. Sur ces 90, on va en trouver, allez, 10 qui sont des criminels, vraiment. C'est-à-dire que ce sont ceux qui prennent plaisir qui vraiment jouissent de ma souffrance et de la souffrance de mes enfants. Ce sont les membres de la secte pédocriminelle et satanique, donc franc-maçonnerie et psychanalyse, dans laquelle mes enfants et moi sommes nés. Ce sont les criminels. Je les appelle les serpents. Ensuite, allez, on va dire, il y en a peut-être 20 qui sont soumis, enfin même pas soumis eux. Non. Eux, ce sont les alliances consenties. J'appelle ça les alliances consenties. Eh bien, eux, c'est pour du pouvoir et de l'argent. Allez, je te fais une petite promotion. Allez, là, je te donne des primes. Voilà. Donc là, autant vous dire, alliance consentie, ça vaut rien. C'est des gens qui vont se dénoncer les uns les autres, en fait. Donc, quand ils vont être interrogés et quand on va leur demander, mais pourquoi là, dans ce dossier, vous vous êtes comporté de telle façon? Pourquoi là, vous n'avez pas respecté l'autorité parentale de la mère? Pourquoi? Il va falloir qu'ils s'expliquent. Et là, ça va commencer à devenir compliqué. Mais le plus merveilleux, c'est les 60 qui restent. Parce que les 60 qui restent, ce sont ce que j'appelle des alliances forcées. Du chantage, des pressions et du contrôle coercitif. Il peut aussi y avoir de la manipulation mentale. La manipulation mentale, je rappelle que c'est la première phase du contrôle coercitif. En tout cas, là, ces gens qui sont pris en otage,
mais ils seront contents de pouvoir dire, bah oui, en fait là j'ai subi des pressions parce que oui, on m'a menacé de s'en prendre à mes enfants. Et oui, j'ai été pris en vidéo ou en photo dans une pièce où il y avait des enfants harcelés, des enfants agressés sexuellement. Vous comprenez? Ces otages seront de fait libérés. Et non seulement ils vont être libérés, mais en plus, ils vont se protéger les uns les autres. Si vous portez plainte, dans nos affaires, il y en a, si vous portez plainte contre un seul juge ou contre un seul travailleur social, si c'est un criminel, hop, les petits copains, ils vont venir tout de suite pour le protéger, le défendre. Donc là, vous allez avoir des sans-suite dans votre dossier. Si c'est un otage, de la même façon, ils vont quand même se déplacer et ils vont mettre des sans-suite pour protéger. En fait, c'était pas pour lui, hein. C'est pas son intérêt à lui, prisonnier, mais c'est par contre pour qu'il puisse continuer à travailler pour eux. En plus, ils lui diront, t'as vu, on t'a sorti de l'embarras, donc maintenant tu continues. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt de porter plainte sur des personnes individuelles. Aucun intérêt. Au contraire, vous renforcez le processus du contrôle coercitif. Par contre, si vous portez plainte dans chacune de vos affaires pour harcèlement collectif, alors vous gagnez. Vous libérez les otages et vous participez à l'écriture de la loi. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ça et c'est valable pour tous, quel que soit votre environnement, quel que soit, vous pourrez être un parent protecteur, un lanceur d'alerte, ou simplement quelqu'un, juste un professionnel intègre, qui veut faire son travail correctement, mais qui dérange, sans le savoir. Vous ne savez pas d'où ça vous tombe, en fait. Il y a l'art de la guerre de Marc Aurèle. Marc Aurèle dit, lorsque vous êtes la cible de plusieurs flèches, allumez des feux partout. J'adore. Parce que c'est exactement ce qui se fait dans le cadre du harcèlement collectif, dans ces plaintes. Et j'invite aussi les parents protecteurs qui sont dans des affaires de pédocriminalité, notamment, eh bien, à m'envoyer la copie de leur plainte. Et moi, avec l'équipe d'avocats que j'aurai, eh bien, nous pourrons rallier ces plaintes à ma plainte initiale, qui donc, je le rappelle, est déjà bien en cours, puisqu'elle a été posée il y a plus d'1 an. Et donc, les personnes vont commencer à être interrogées. Donc, ça va bouger. Ça va bouger. Je remercie infiniment toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont tenté de protéger mon enfant. Parfois, ça n'a pas duré longtemps. Parfois, ça a été vraiment très fugace. Une proposition de m'assister en termes juridiques. Des beaux mots, mais oui, on va vous aider à protéger votre enfant. Voilà. Ces gens, ils y ont cru. Mais ils ont été rattrapés. Nous ne devons pas porter de jugement. Seuls les enquêteurs et magistrats qui seront en charge de ces plaintes pour harcèlement collectif sauront déterminer qui sont les criminels et qui sont les victimes. Une chose est certaine, avec ce procédé, cette secte-là, qui domine sur un château de cartes, eh bien en fait, le château de cartes va s'effondrer. Alors je parle aussi des rats qui quittent le navire, pour les membres de la secte, parce que là-haut non plus, je veux vous dire, c'est pas des grands courageux quand même, hein. Non, c'est des lâches. Donc en fait, ils vont se dénoncer aussi là-haut, hein. Donc en fait, ça va vraiment s'effondrer comme un château de cartes. Ça va être très rapide et ça va être magnifique parce que autant vous dire que ces professionnels qui auront maintenant, à qui on va rendre la liberté de parole, eh bien en fait, ça va se retourner et en fait, ils seront les meilleurs alliés à nouveau de nos enfants et de notre société. Voilà, elle est là la solution. Et ça va être magnifique et ça va se faire sans heurts. Il n'y aura pas besoin de révolte. Il n'y aura pas besoin de... Non, ça va se faire, voilà, avec un... Je dirais, avec un naturel divin. Donc si je comprends bien, le but est de porter plainte contre plusieurs personnes en même temps pour que toutes les victimes de contrôle coercitif se sentent concernées à la fois et qu'elles puissent s'entraider mutuellement et dénoncer les contrôlants coercitifs. Oui, c'est ce qui va se passer, mais c'est même pas pour que les victimes prennent conscience. Enfin, je veux dire, elles sont conscientes. Oui, c'est vrai qu'elles peuvent se croire isolées. Ça, c'est vrai. C'est intéressant de dire parce que quand on est
est victime, en fait, on a toujours l'impression parce qu'ils font en sorte de nous isoler. Les professionnels, ma fille par exemple, était sur écoute. Les professionnels peuvent être sur écoute, ils peuvent être tracés au niveau des déplacements, etc. Hein, bon. Donc c'est important, c'est vrai que ça peut créer une synergie et une solidarité entre les otages. Mais c'est surtout que, de fait, ils vont être interrogés. Donc, de fait, ils devront bien dire pourquoi ils ont agi hors la loi et hors la déontologie. Je rappelle que mon affaire, puisqu'elle est inscrite dans le cadre d'une secte pédocriminelle, les chefs d'accusation sont extrêmement lourds. Donc là, on est sur crime en bande organisée, on est sur séquestration, on est sur viol d'enfants, on est sur trafic de... Voilà, on est sur cruauté mentale, on est sur trafic d'êtres humains, enfin c'est du très très lourd. Là, on part en pénal. Hein. Et même, je vais vous dire, on part sur une affaire qui sera celle du siècle, et le procès sera à la hauteur de celui de Nuremberg. Parce que, en fait, toutes les affaires de tous nos enfants là en France qui ne sont pas protégés, et qui sont même laissés aux pères ou aux mères pédocriminels, hein, qui sont placés dans des foyers à l'ASE, qui sont mis dans des réseaux de prostitution, etc., et j'en passe, eh bien, toutes ces affaires sont liées à la mienne. C'est la même affaire. C'est la même histoire d'une dictature qui domine notre pays en utilisant nos enfants comme monnaie d'échange et de soumission. Et l'utilisation, c'est une utilisation sexuelle. Voilà. Donc, il faut que ça cesse. Le massacre des innocents a suffisamment duré comme ça. Donc, voilà. La solution, elle est là. Je vous la donne. Vous allez comprendre en activant la capacité de discernement, en comprenant voilà, ce qu'est l'état de stress post-traumatique et ce qu'est le contrôle coercitif. Et moi, vraiment, maintenant, j'ai besoin de vous. Voilà. J'ai besoin de vous parce que je veux continuer. Ils pensent m'avoir brisé encore une fois. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je ne lâcherai pas. Je lâcherai jamais. Et la seule chaîne qu'ils ont réussi à mettre autour de mes chevilles, qui m'entrave encore, c'est l'aspect financier. Parce que ce contrôle coercitif que je subis, je l'ai chiffré très précisément, puisque la ruine programmée fait partie du contrôle coercitif. Il y a même des mères, des mères qui se prostituent. Vous vous rendez compte ? Il y a des mères protectrices qui se prostituent pour pouvoir payer des avocats, pour pouvoir encore vivre. C'est ignoble. Tout ça, c'est ignoble. Il faut que ça s'arrête. Donc, effectivement, ils ont réussi à entraîner ma ruine. Je l'ai chiffré très précisément. Je l'ai évalué à 46 000 €. Des dispositifs pour mettre en sécurité ma maison. La fuite, j'ai dû me cacher pendant plus de 4 mois. Je suis partie seule avec ma voiture, avec mon chien et mon chat. J'avais pas d'argent, j'avais pas de liquidité puisqu'ils m'empêchent de travailler dans mon activité libérale. Donc, ils ont fait en sorte que je sois en arrêt de travail pour l'état de stress post-traumatique sévère depuis plus d'1 an. Voilà, donc j'ai besoin de vous. Ce chiffrage, je l'ai fait, je l'ai publié sur LinkedIn. Vous pouvez aller le contrôler, le vérifier. J'ai besoin de vous. J'ai créé une cagnotte LinkedIn. Et mon intention, parce que je crois que je suis là pour ça, c'est vraiment d'investir dans un camping-car et de partir faire des conférences partout. Et je veux aller à votre rencontre. Je veux aller à la rencontre du peuple. Vous me demandez, je reçois énormément de demandes, de messages en privé, des gens qui me disent mais vous faites des conférences, quand est-ce que vous faites des conférences, quand est-ce que... Alors, oui, je veux le faire. Honnêtement, je veux venir à vous, je veux venir voir le peuple parce que je sais que c'est le peuple qui va comprendre. Et je crois en la sagesse populaire. Donc, même en dehors de ma campagne présidentielle, de toute façon, là, je le ferai aussi et ça me permettra d'aller rencontrer des maires aussi. Et puis, je crois beaucoup que beaucoup de maires vont changer là pour les prochaines élections municipales parce que les francs-maçons ne seront plus en vogue. Et encore une fois, je répète, il y en a peut-être qui sont très bien, mais je suis désolée, vous avez été harcelés. Hein, c'est comme les psychanalystes. Oui, vous avez été manipulés, pardon. Donc des justes vont prendre la place. Des justes, j'entends par juste des gens qui sont intègres, des gens qui prônent pour la loi, la déontologie et les valeurs républicaines, sincèrement, profondément.
et aussi la protection des enfants, de l'environnement, etc. Donc, je veux venir vous rencontrer, je veux venir vous parler, et j'ai envie de vous entendre, parce qu'en fait, je me suis régalée pendant ces 4 mois où je me suis cachée comme une résistante, parce que vous savez quoi, je vous ai rencontré. J'ai fait des rencontres merveilleuses, j'en parle lorsque je parle de mon programme. Je veux venir à votre rencontre, je veux venir vous présenter mon livre. Vous me demandez ça aussi, j'ai envie de faire des dédicaces, j'ai envie de mettre en mouvement le 2e livre, mais j'ai besoin de votre soutien financier. Voilà. Donc, j'ai créé une cagnotte Litchi, et je précise, c'est très important pour moi. J'ai créé aussi une association qui s'appelle La Voix de Sophie. Et d'ailleurs, je vous invite à envoyer vos plaintes pour harcèlement collectif dans chacune de vos affaires à La Voix de Sophie, parce que c'est là que vont se concentrer et se rassembler, et nous allons nous rallier par cette association, La Voix de Sophie. Voilà. Mais je souhaite... alors, j'ai perdu le fil. J'étais sur La Voix de Sophie parce que c'est tellement important. Par rapport à la cagnotte. Oui, et donc j'ai fait une cagnotte Litchi, sur laquelle donc voilà, oui c'est ça. Excusez-moi, je recommence du coup. Pas de souci, vas-y. Donc j'ai fait une cagnotte Litchi, et ce qui est très important, c'est que la somme donc que j'ai fixée à 46 000 €, donc qui est très bien détaillée, et vous verrez le descriptif aussi de tout ce que j'ai vécu et tout ce que je veux faire, eh bien cette somme, je vais la récupérer, puisque quand il y aura le procès en pénal, ces gens, ils vont me rembourser beaucoup d'argent, parce que dans les 46 000 €, il n'y a pas des frais d'avocat, puisque j'ai pas l'argent pour en payer. Donc j'ai fait moi-même le travail, qu'on me dénigre en plus, c'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Donc j'ai fait ce travail-là, mais mon travail est estimé, est évalué, et j'attends une rémunération, et je l'aurai en pénal. Par ailleurs, j'ai dû brûler les dossiers de mes clients quand même, pour être sûr de mettre personne en danger. Donc tout ça aussi, ce préjudice sera évalué. Mais en tout cas, la somme que vous aurez versée sur cette cagnotte Litchi, je la reverserai intégralement sur La Voix de Sophie, et ça repartira vers des victimes. C'est le cercle vertueux. Vous allez m'aider et moi j'aide. Voilà. Et d'ores et déjà, je crois que je fais mon maximum. Je vous donne tout. Je donne tout. C'est simple. Je donne tout. Je donne tout mon travail. Je fais des vidéos pour vous expliquer. Je fais rien payer, rien. Des gens m'appellent, je réponds, j'explique. Voilà, parce que j'estime que j'ai eu la grande chance de retrouver ma liberté. Je suis une femme libre, autonome, digne. Et voilà, je veux vous rendre ça. Et je veux rendre le peuple libre. Voilà. Et si un jour je suis présidente, eh bien, je voudrais être présidente de la République, et présidente d'un peuple heureux, libre et digne. Et pas une reine. Voilà.